Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du manager. Alors c'est déjà le 3e épisode, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude et je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à réagir à ce podcast. Je reçois des questions par mail, je reçois des réactions, vraiment un grand merci. Continuez, partagez ce podcast avec les personnes qui pourraient être intéressées partout par le management, le leadership. Vous leur ferez un énorme cadeau et vous m'aiderez aussi à faire connaître ce podcast, à le propager le plus possible. Alors, avant de commencer, je vais vous parler de baisse de régime, baisse de motivation et comment vous allez pouvoir remédier à ça de la meilleure des façons. Et d'éviter de réagir de la façon habituelle. Tout le monde réagit de la même manière. Je vais vous dire pourquoi il faut arrêter de réagir comme ça et comment vous allez pouvoir faire autrement et pourquoi ce sera beaucoup mieux de réagir autrement. Mais avant de parler de ce sujet, je souhaitais vous inviter une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne parce que simplement si vous ne le faites pas, je vais arrêter de faire des podcasts. Avis aux auditeurs, ceci n'est pas une attaque personnelle, mais juste un message illustrant parfaitement le thème d'aujourd'hui. Je vais vous laisser tout seul. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est comme ça. Alors abonnez-vous, le bouton est juste là si vous êtes en vidéo et vous avez dans la description de ce podcast un lien pour vous abonner. La seconde chose, et là c'est beaucoup plus réjouissant, c'est que j'ai ouvert une page Patreon. Avis aux auditeurs, ce message, contrairement au précédent, est très sérieux. Donc c'est le site Patreon /Thibdemo, THIBDEMO, sur lequel je vous réserve d'énormes surprises. Je vous réserve de très beaux avantages si vous décidez de prendre le pouvoir sur ce podcast. Vous allez tout découvrir sur cette page Patreon. Allez-y, c'est énorme. Voilà, alors ceci étant dit, le vif du sujet, c'est maintenant. Une baisse de régime, une baisse de motivation, vous connaissez ça. Vous avez très certainement vécu ça dans votre équipe. Vous avez vu vos collaborateurs peut-être arriver au boulot et déjà regarder la pendule. À peine ils sont arrivés, ils regardent déjà la pendule et puis ils se disent « Oh putain, c'est lundi, vivement vendredi, vivement ce week-end, j'en peux plus. » Déjà. Ou peut-être que durant la journée, vous voyez vos collaborateurs partir à la machine à café. Et ça de plus en plus souvent, de manière de plus en plus rapprochée, signe qu'ils n'attendent que la pause. Et vous entendez peut-être des réflexions, un peu d'exaspération dans leur voix, des petites réflexions qui ne sont pas souvent sympas. Bref, vous sentez que la motivation est en train de partir et qu'une énorme baisse de régime au niveau du travail, de la productivité est en train de planer sur votre équipe et sur votre activité et ça sent pas bon. Alors la question, attention, comment est-ce que vous réagissez dans ces cas-là? Comment vous réagissez lorsque vous constatez comme ça une baisse de régime, que ça soit d'un de vos collaborateurs ou carrément de l'équipe entière? Parce que méfiez-vous, quand ça commence à toucher une personne, ça se propage à une vitesse vertigineuse, une vitesse incroyable à l'ensemble de votre équipe. Et ça, c'est pas bon non plus. Alors, il y a un constat. Ce constat, c'est qu'on réagit tous généralement de la même manière. Et moi, j'ai réagi de la même manière. C'est comme ça que réagissent les petits chefs, généralement. D'accord ? Mais pas que. C'est que vous et moi, on réagit aussi comme ça. Et j'en veux pour preuve, si vous avez des enfants, je suis sûr à presque 100% que vous réagissez comme ça. C'est un problème aussi de parentalité. C'est-à-dire qu'en tant que parent, je suis sûr que vous utilisez la technique de la carotte et du bâton.
Je vais rien vous cacher, moi qui ai des enfants, j'utilise cette technique. Alors, c'est pas beau de dire technique parce que ça fait comme si ça veut dire que c'est préparé, ça veut dire que c'est utilisé consciemment. Mais non, en fait, c'est pas une technique, c'est que c'est une réaction inconsciente. C'est inconsciemment, moi, avec mes enfants, eh bien, j'utilise le pouvoir de la carotte et le pouvoir du bâton pour soit les motiver, soit leur faire faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et je suis quasiment certain que vous faites pareil. Alors avec votre équipe, il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose qu'avec vos enfants. Lorsque vous constatez quelque chose qui ne va pas, vous allez certainement utiliser le pouvoir du bâton. Et lorsque vous allez vouloir motiver votre équipe à faire plus, à faire mieux, vous allez utiliser le pouvoir de la carotte. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça, c'est pas bon. Alors ni pour vos enfants, je ne vais pas vous parler de vos enfants, mais plutôt de votre équipe. Mais pourquoi c'est pas bon pour votre équipe ? Pourquoi pour motiver votre équipe, vous avez besoin d'autre chose qu'une carotte ? Et pourquoi pour redresser ce qui ne va pas dans votre équipe, vous n'avez pas besoin d'utiliser le bâton ? Mais cette histoire de carotte et de bâton, ça sort d'où ? Vous connaissez la métaphore de l'âne ? Ça sort d'une histoire d'âne. C'est-à-dire que pour faire avancer un âne, il vous faut un bâton et il vous faut une carotte. C'est-à-dire que le bâton, vous en servez pour lui taper la croupe comme ça. Alors, si vous me voyez en vidéo, vous devez apprécier. Si vous n'entendez que le son de ma voix, je vous explique, je suis en train d'imiter un mec qui tape sur la croupe d'un âne. Alors, j'ai l'air un petit peu ridicule, mais enfin, c'est comme ça. Donc, soit vous utilisez le bâton pour taper sur sa croupe, soit vous utilisez une carotte qu'il n'attrapera pratiquement, quasiment jamais, quoi. Alors après, si vous êtes gentil, vous allez lui donner à la fin du voyage à votre âne la carotte, mais vous avez intérêt d'en avoir un sacré stock pour revenir, pour rebrousser chemin et vous servir encore de votre âne. Alors ça vient de cette métaphore. Alors plus précisément, je crois que ça a été sorti cette métaphore dans les années 40. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Mais on peut même dire que tout ça remonte bien plus loin que les années 40. Ça remonte même fin 19e, début 20e. Entre 1890 et 1910 par là. On va pas chipoter. Avec un monsieur qui s'appelle Taylor et qui a inventé une nouvelle organisation, l'organisation scientifique du travail, qu'on a appelée le Taylorisme. Alors, si vous avez fait économique et social au lycée, vous avez entendu parler de ça, c'est sûr. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler. Je me suis repenché là-dessus parce que c'est assez intéressant de savoir ça. En tout cas, à l'époque, j'en avais rien à cirer. Mais ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et notamment que la méthode pour motiver les salariés à l'époque de Taylor, elle s'est vraiment perpétuée jusqu'à nos jours. C'est pour ça que je vous en parle. Alors qu'est-ce qu'il disait Taylor ? D'abord, qu'est-ce qu'il constatait ? On était à l'époque de l'industrialisation, énormément d'ouvriers, et ce monsieur constatait que ces ouvriers, ils étaient fainéants. Donc les ouvriers, en général, ils traînaient la patte, ils ne voulaient pas les bosser forcément, ils traînaient un peu la patte, ils étaient un peu fainéants. Bon, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Et pour pallier à ça, pour rendre les industries productives, M. Taylor a eu une superbe idée. Je vais révolutionner le travail et ça se passe en 4 principes. La première chose, le premier principe, c'est de diviser le travail de manière verticale. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des ouvriers et vous avez d'un côté des ingénieurs. Des exécutants, les ouvriers, des têtes pensantes, des intellectuels, les ingénieurs. Et surtout, vous évitez de mélanger les deux. Et vous faites en sorte qu'un ouvrier ne puisse pas réfléchir, surtout pas, ne puisse pas donner son avis ni apporter d'amélioration. Et à l'inverse, vous faites pour que les intellectuels restent intellectuels, qui ne viennent pas mettre la main dans le cambouis. Donc vous divisez comme ça bien le travail, comme ça les brebis seront bien gardées. Ensuite,
Le deuxième principe, la division horizontale. La division horizontale du travail, c'est je sépare toutes les tâches. Si toi tu sais faire ça, tu fais ça et tu fais pas le travail du voisin. Chacun a une seule tâche, ne fait que celle-là et ne va pas voir ailleurs ce qu'il pourrait faire. Donc, travail répétitif qui amènera au travail à la chaîne. Le troisième principe, c'est nous vous payons au rendement. Tu bosses beaucoup, t'es mieux payé. Tu bosses moins, t'es pas payé. Et surtout, je te contrôle à mort. Donc, je vais contrôler tes horaires, je vais contrôler la tâche, l'unique tâche qui t'est proposée, je vais te contrôler à fond. Et puis, le quatrième principe, c'est d'instaurer une hiérarchie fonctionnelle, c'est-à-dire que pour chaque tâche, il va y avoir un chef. Tu vois, le pot à crayon, là, mais c'est moi le responsable. Tu n'auras pas de crayon si tu ne me demandes pas. Donc, c'était comme ça, il y avait un responsable pour la pelle, un responsable des wagons, ça se passait au temps des mines. Hein. Ah, un petit coup de téléphone. Alors, excusez-moi. Voilà. Ce sera... Bon, ça, c'est le téléphone qui tombe. Bon, ce sont les aléas. Vous comprendrez bien que je ne ferai pas de montage. Voilà, donc vous aurez ces bruits. Mais décidément. Donc, j'en reviens à mon Taylor. Donc, il y a un responsable pour tout, un responsable pour l'appel, un responsable pour le wagon. On est autant des mines. Je crois que c'est avec ça qu'il a commencé. Il a travaillé pour une société minière et il devait, comme ça, la rendre plus productive. Donc, ce sont les 4 principes qu'il a mis en place, cet homme. Et ce qui faisait du travail un ensemble de tâches très simples et totalement inintéressantes. Voilà. Et pour motiver les gens, il n'y avait que 2 critères. C'était l'incitation. Donc l'incitation par le salaire suivant le rendement, donc ce qu'on pourrait appeler la carotte. Et la surveillance à outrance, ce qu'on pourrait appeler le bâton. Ce qui a provoqué... Bien sûr, bon, c'était le début du capitalisme, ça a amélioré énormément les choses, énormément de productivité. Donc on s'est mis à produire, jusqu'au moment où, des décennies plus tard, eh bien, les employés en ont eu complètement marre de ce modèle archaïque. Eh bien, parce que ce modèle, il faut bien comprendre qu'il ne laissait place à aucune initiative, surtout à aucune formation. C'est-à-dire on ne formait personne. Hein. Chacun restait dans son petit coin. Alors, est-ce que ce taylorisme, il est fini ? Mais pas vraiment. Hein. Et moi, j'ai encore observé cette organisation du travail, même dans des bureaux. C'est-à-dire qu'il y a un responsable pour tout, pour rien, et toutes les tâches sont bien définies. Celui qui fait des devis, il n'ira pas faire des commandes parce qu'il est spécialisé dans les devis. Et puis on ne va pas aller le former aux commandes. Ça, je l'ai vécu. Je ne dis pas que c'est encore en place aujourd'hui, mais je l'ai bien observé quand même. Hein, et vraiment, je l'ai vécu. J'ai lu un article intéressant, justement, à propos de ce taylorisme, pour dire, il est peut-être fini. Et ce qui a remplacé ça, c'est le toyotisme. Vous savez, Toyota, qui pour plaire plus à ses employés, les rendre plus heureux au travail, leur fait changer de poste. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs postes différents. Ils vont faire une semaine telle tâche, et puis une autre semaine, le changer de tâche. Mais bon, ça c'est un autre débat. En fait, c'est du taylorisme déguisé. C'est juste... pour leur faire croire qu'ils ont plus d'autonomie, alors qu'en fait, ils n'ont aucune autonomie, puisque chaque tâche est très très surveillée, très très contrôlée, et ne laisse place à aucune initiative. Mais bon, donc le taylorisme est toujours présent aujourd'hui. Sachant que cette organisation du travail très, très contrôlée, très stricte, elle a provoqué, dans les années 70, beaucoup d'absentéisme. Les gens ne voulaient plus venir bosser pour ça, et a provoqué
a commencé à provoquer un énorme turnover. C'est-à-dire que les gens partaient de l'entreprise, on était obligé de rembaucher, et ils partaient, et on était obligé de rembaucher. Et ça, c'est un mal qui se produit aussi aujourd'hui dans les entreprises. Et le métier, je dirais, qui est le plus touché, et que, en tout cas, dans lequel j'ai vu énormément de gens arriver et de gens sortir, c'est dans le commerce. Les commerciaux, hein, ceux qui sont sur la route, pas les commerciaux au téléphone, mais les commerciaux, eh bien, ne restent, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, il reste très peu, il y en a très peu qui restent 20 ans ou 10 ans maintenant dans une entreprise. Ça tourne très très vite. Je connais des entreprises qui ont un turnover même de 20 à 30% par an, et c'est totalement fou. Mais bon, sont des organisations, des stratégies différentes. En tout cas, ça existe encore. Et je vous parle de stélorisme parce que c'est exactement ça, le pouvoir du bâton et le pouvoir de la carotte. L'incitation, la surveillance, si ça va pas, eh ben, tu t'en vas. Maintenant, si on prend ces deux pouvoirs, ces deux façons de réagir, d'apprendre la motivation de manière à part. Si on les prend à part. Le pouvoir du bâton. Donc vous avez compris que c'était bien sûr une métaphore. On ne tape jamais sur ses employés, comme on ne tape jamais sur ses enfants. Bien que, étant petit, j'ai connu un peu le martinet. Je ne sais pas si ça vous parle. Le pouvoir du bâton, c'est simplement la motivation par la punition, la motivation par la sanction. Alors ça fonctionne. Si vous avez un problème avec un collaborateur qui n'a pas fait ce que vous lui demandiez de faire, qu'il a mal fait, ou qu'il a un comportement qui ne correspond pas à vos attentes, aux valeurs de l'entreprise, etc., etc. En tout cas, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez convoquer peut-être ce collaborateur, ou vous allez parler à toute votre équipe, vous allez convoquer votre équipe, et puis vous allez les menacer, ou carrément les sanctionner. Donc soit vous les sanctionnez directement, soit vous les menacez d'une sanction, peut-être qui n'arrivera jamais, mais en tout cas vous les menacez. C'est comme si, moi avec mes enfants, s'ils ne rangent pas leur chambre, je leur dis, fais attention parce que ce soir, tes affaires, elles seront dehors. Et que je ne le fais jamais. Au bout du compte, on va me prendre pour un rigolo et mes enfants ne rangeront pas pour autant leur chambre. Par contre, si je le fais, si effectivement je mets les affaires dehors, là, on va me prendre un peu pour un tyran. Eh bien, c'est exactement la même chose avec vos collaborateurs. Ce que ça provoque, ce coup de bâton, si un collaborateur fait mal les choses, que vous le menacez, ce qu'il va faire, c'est que si vous ne mettez jamais vos menaces à exécution, il va effectivement vous prendre pour un rigolo, puis il continuera certainement à agir comme il agit. Puis si vous le tapez trop fort, si vous le sanctionnez trop fort, eh bien après, il sera presque tétanisé, et surtout, vos relations avec lui vont être médiocres. Ce qui va commencer à créer une mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc, ce pouvoir du bâton, il a des répercussions sur les relations humaines au sein de l'équipe. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour les relations. Ensuite, ça va créer une peur de la sanction. C'est-à-dire que si ils vont s'imaginer, vos collaborateurs vont s'imaginer des sanctions à venir. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont faire une bêtise, qu'ils vont mal faire, qu'ils vont faire une erreur, ils vont s'imaginer que vous allez les sanctionner. Donc, en gros, vous leur faites comprendre que vous ne laissez aucune place à l'erreur, que l'erreur, chez vous, elle est interdite. Ce qui, vous le savez, est très mauvais pour l'innovation. Et enfin, le fait d'agir avec le bâton, ça pousse à la rétention d'informations. Ça, c'est un point qu'on oublie souvent quand on manage, mais on a énormément besoin d'informations. On a besoin de savoir ce qui se passe au sein de l'équipe, ce qui se passe entre les équipes, de manière transversale. En tant que manager, on a besoin d'informations et on n'est pas au cœur de l'information. Très rarement. On ne vit pas ce que vit l'équipe.
généralement, on est un peu à l'écart de ce que vit l'équipe. L'équipe vit en écosystème et vous êtes souvent à l'écart. Donc beaucoup d'informations circulent entre services au sein de cette équipe et vous avez besoin de ces infos. Vous avez besoin de savoir quand les choses ne vont pas, quand un client a été mécontent. Vous avez besoin d'informations qui sont cruciales pour l'avenir et l'organisation future de votre équipe et de votre activité. Si vous agissez avec le bâton, ces infos, personne ne voudra vous les donner. Si vous réunissez vos collaborateurs pour une réunion en équipe, si vous faites un tour de table, bien vous verrez, vous constaterez très rapidement, vous l'avez peut-être constaté, que personne ne veut parler, que personne ne veut vous donner d'informations sur ce qui se passe. Hein. Parce qu'il y a une peur comme ça de la sanction, l'épée de Damoclès qui plane autour d'eux. Donc voilà pourquoi c'est un peu contre-productif de taper avec le bâton. Alors maintenant, le pouvoir de la carotte. Alors là, vous allez me dire, c'est génial. Quand on peut promettre une carotte à quelqu'un, c'est formidable. Pour autant que vous puissiez lui offrir après. Parce que promettre une carotte comme l'âne pour qu'il ne l'ait jamais, là, attendez-vous à de grosses frictions à venir. C'est-à-dire que ça va marcher pendant un tout petit temps, ça va marcher pendant quelques mois, et puis au bout du compte, si au bout du mois, ce que vous avez promis, ou au bout de l'année, ce que vous avez promis, vous n'êtes pas capable, en mesure de l'assumer, on va vous prendre pour un rigolo, ça c'est clair, mais vous allez être totalement discrédité. Au revoir le leadership. Donc promettre une carotte, ça, oubliez, ne promettez que ce que vous pouvez donner. Ça, c'est une règle d'or en management, ne promettez que ce que vous pouvez donner. Et alors, si vous pouvez donner une carotte que vous êtes sûr que vous allez pouvoir soit offrir une promotion, offrir une enveloppe sous forme d'augmentation à la fin de l'année, supra-légale, et peut-être une prime que vous pouvez mettre en place pour vos équipes. Si vous pouvez leur donner, c'est très bien, mais ne vous attendez pas à ce que cette carotte suffise pour motiver les gens au quotidien. Je m'explique. Lorsque j'avais mon équipe, j'avais mis en place un plan de rémunération, entre guillemets, qui permettait d'obtenir des primes trimestrielles. C'est-à-dire qu'en réalisant le chiffre d'affaires, mon équipe pouvait obtenir une belle prime au bout de 3 mois. Mais 3 mois, c'est long. Alors, 3 mois, c'est long, et généralement, lorsque vous revenez à une nouvelle période, c'est-à-dire que vous avez fini le trimestre et qu'il faut se remettre dans la dynamique, ça patauge un peu et les gens ont du mal à se remettre vraiment dans la dynamique motivante de la prime, qui est que dans 3 mois. Par contre, le dernier mois, je peux vous dire que les dernières semaines, ça bossait et ça donnait tout. Il donnait tout pour atteindre cette prime. Donc, vous voyez bien que sur le long terme, ce type de carotte, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça sert à donner un coup de boost pour une petite période, mais ça ne motive personne au quotidien. Moi d'ailleurs, non, je vais vous en parler après plutôt. Mais ce type de motivation, la carotte, c'est de la motivation on peut dire par tentation. Voilà, vous tentez les gens à obtenir quelque chose dans un futur lointain, plus ou moins lointain. Mais alors, je relève non pas 2, mais 3 problèmes avec cette histoire de carotte. La première chose, c'est que cette carotte, elle doit être assez appétissante pour votre collaborateur. Je prends un exemple. Mon père me réservait une petite surprise pour mes bulletins lorsque j'étais au lycée. C'est-à-dire que pour me pousser, pour me motiver à mieux travailler, il me proposait de l'argent en fonction de mes résultats.
Si j'avais des notes au-dessus de la moyenne, il me donnait de l'argent. Si j'avais des notes en dessous de la moyenne, il me redemandait cet argent. Donc il se pouvait que en maths, j'ai 12 de moyenne. Ah non, ça c'était pas possible. On va dire en français que j'ai 12 de moyenne, donc il me donnait 2 euros, 1 euro par point. Et qu'en maths, j'ai 8 de moyenne. Et que là, ils me reprennent ces 2 euros. Alors il n'a pas poussé le vice jusqu'à me réclamer de l'argent si jamais j'avais vraiment tout en dessous. Alors, faut pas pousser non plus. En tout cas, il me proposait cette carotte de l'argent si j'avais des bonnes notes. Et bien figurez-vous que je n'en avais rien à cirer. Simplement parce que moi l'argent ça ne m'a jamais attiré et surtout pas à cet âge-là, l'argent ne m'attirait absolument pas, donc ça ne fonctionnait pas. La carotte n'était pas adaptée au bonhomme. Voilà, donc déjà c'est un premier problème, pensez-y. Ensuite il faut que cette carotte, elle soit bonne pour toute l'équipe. Il faut que cette carotte elle soit assez grosse pour toute l'équipe. Si on vous propose une enveloppe que vous allez distribuer, une enveloppe de 200 euros d'augmentation, mais à diviser entre 16 personnes à la fin de l'année. Oui, gros blanc, parce que c'est comme ça que votre équipe va réagir. Avec un gros blanc, vous imaginez gagner 10 euros, 10, 15 euros par personne, ça va motiver personne. Voilà. Cette carotte, elle n'est pas non plus adaptée à un travail d'équipe. Donc, faites attention à ce que la carotte soit adaptée à l'équipe. Ensuite, ça c'est le premier problème, c'est d'adapter ce que vous promettez, la promesse, votre carotte, à votre équipe, à vos collaborateurs. Le deuxième problème, c'est que, je vous l'ai déjà dit, ça ne motive pas au quotidien. Pour motiver au quotidien, vous ne pouvez pas promettre une prime tous les jours. Vous ne pouvez pas promettre quelque chose tous les jours. Il vous faut autre chose pour motiver au quotidien. Ce n'est pas la carotte qui va faire avancer vos collaborateurs tous les jours. À moins de leur bassiner que n'oubliez pas, dans 3 mois, vous allez avoir votre prime. N'oubliez pas, dans 3 mois, vous allez avoir votre prime. N'oubliez pas, dans 3 mois, vous allez avoir votre prime. Enfin, franchement, entre vous et moi, vous savez très bien que ça n'a aucun sens. Et que vous-même, l'idée d'une prime à la fin de l'année, ça ne vous motive pas toute l'année. Ça ne vous motive pas en janvier pour une prime en décembre. Ça va vous motiver à partir peut-être, du mois de juin. En tout cas, du dernier trimestre, ça c'est sûr. Mais pas du mois de janvier, faut pas exagérer. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que qu'est-ce que vous faites s'il n'y a plus de carottes ? Qu'est-ce que vous faites le jour où vous ne pouvez plus proposer de carottes ? Si votre entreprise va mal, est-ce que vous serez encore en mesure de proposer des augmentations de salaire ? Est-ce que vous serez encore en mesure de proposer des primes ? Est-ce que vous serez en mesure de proposer des promotions lorsque votre entreprise aura besoin de souffle ? Ça, c'est la question intéressante. Si le jour où il n'y a plus de carottes et que vos collaborateurs sont habitués à travailler uniquement à la carotte, vous l'aurez dans, excusez-moi du terme, mais c'est bien ça dont il s'agit. C'est que ce bâton, vous risquez de faire peur et de freiner vos collaborateurs en ne donnant aucune initiative. Et cette carotte, vous n'allez pas motiver les gens au quotidien. Et en plus, le jour où ça ne va pas, il n'y a plus rien à leur donner. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait pour motiver les gens ? Qu'est-ce qu'on fait pour leur redonner l'envie, pour les booster ? Comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, les zombies du management, je vous disais que la motivation aujourd'hui des gens, c'est pas forcément l'argent. La motivation des gens aujourd'hui, c'est de travailler dans une activité qui a du sens pour eux. C'est de travailler dans une activité où ils ont du plaisir à travailler, qui leur procure du bien-être. Et qu'est-ce qu'ils recherchent ? Les salariés, ils recherchent de la reconnaissance, ils recherchent de la valorisation. Ils veulent être mis en avant,
Ils veulent qu'on vous reconnaissiez leur travail, qu'ils font bien les choses. Et pour ça, j'ai plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques qui existent. La première, elle me tient à cœur, j'avais pas prévu de vous en parler, je vais vous en parler quand même, c'est un petit bonus. Le jour où vous avez un collaborateur qui déraille un petit peu, que vous décidez de faire un entretien de recadrement, j'en reparlerai, je ferai un podcast sur le recadrement d'ailleurs. Parce que, évidemment, quand quelque chose ne va pas, vous allez devoir recadrer. Je ne dis pas que c'est pas parce qu'il ne faut pas utiliser le bâton qu'il ne faut pas recadrer les gens. Bien sûr que le recadrage est nécessaire. Il est primordial d'ailleurs. Mais il y a une manière de recadrer. Vous pouvez recadrer en valorisant la personne. Vous pouvez très bien dire, voilà moi ce que je constate, voilà les faits, voilà comment fonctionne le groupe, ce qui est demandé au groupe. Vous avez tous accepté ça, ce fonctionnement. Tu es en dehors de ce fonctionnement, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, l'entreprise a besoin de toi, l'entreprise a besoin de tes talents. Si tu es dans cette entreprise, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on a besoin de ce que tu sais faire, de ce que tu peux apporter à l'entreprise. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que nous avancions ensemble de la meilleure des façons? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble encore mieux? Cette manière de valoriser la personne, non seulement elle va bien comprendre qu'elle a fait quelque chose qui est en dehors du cadre, mais en plus, vous lui permettez de prendre conscience qu'elle est où il faut, qu'elle est à sa place, qu'elle a toute sa place dans l'entreprise, même si ça ne va pas, même si elle a fait une erreur, eh bien elle a l'opportunité de faire mieux la prochaine fois. Et je vous assure que cette erreur qu'elle a fait, elle va se l'ancrer dans la tête. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne jamais la refaire. Ça, c'est un point très important. C'est ce que je n'avais pas prévu de vous dire. Je vais vous donner la dernière astuce. Quand vous voulez remotiver une équipe, vous voyez une baisse de motivation, lancez-les sur un nouveau projet. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de créer des nouveaux projets dans votre poste, selon la latitude que vous laisse votre boss pour ou pas faire de nouvelles choses. En tout cas, moi, j'avais la chance de pouvoir faire presque tout ce que je voulais, presque. Mais en tout cas, si j'avais une idée, si on avait une idée tout à fait nouvelle avec mon équipe, on était en mesure de tout du moins la tester. Donc ça, c'était excellent. J'appelais d'ailleurs mon équipe, j'appelais ça un laboratoire d'idées. On testait énormément de choses et c'était ça qui était excellent. C'était ça qui était motivant pour les gens. Donc, si vous sentez de la baisse de motivation, rassemblez les gens. Si vous avez la latitude pour créer des nouveaux projets, rassemblez les gens et parlez-leur d'une idée ou d'un thème et faites-les travailler avec vous autour de ce thème. Un nouveau projet, une nouvelle action commerciale. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être cette action commerciale? Comment vous voulez être engagé là-dedans? Qu'est-ce que vous proposez? Et vous lancez quelque chose de nouveau. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose de nouveau, si vous n'avez pas cette possibilité avec votre employeur, eh bien vous rassemblez les gens et vous leur mettez plusieurs problématiques. Des choses que vous avez repérées ou des choses dont ils vous ont parlé. Et vous les faites réfléchir autour d'une problématique. Comment est-ce que on pourrait faire en sorte que tout le monde soit heureux de venir bosser le matin? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que vous ayez le sourire à 8h du matin? Et vous faites bosser les gens là-dessus. Alors ça peut vous paraître débile, mais je vous assure que c'est un impact énorme. Alors peut-être que la première fois que vous allez faire ça, les gens vont vous regarder avec des yeux ébahis, peut-être qu'ils vont vous dire « mais qu'est-ce qui va encore nous pondre ?» Mais sachez que c'est dans l'innovation que se trouve la réponse. C'est pas dans cet ancien modèle du je te tape ou je te récompense, ça ne fonctionne plus. En tout cas, ça fonctionne de moins en moins.
Ça fonctionne dans les grandes lignes, bien sûr, si vous tapez sur quelqu'un, à force il va faire ce que vous voulez qu'il fasse, mais ça ne produira rien derrière. Bien sûr, si vous donnez toujours quelque chose à quelqu'un, et bien sûr qu'il va être content, mais c'est pas ça qu'il recherche en priorité. Et d'ailleurs, à propos de cet argent, je finirai ce podcast sur cette anecdote. Si vous donnez de l'argent, on a commencé, nous, à donner de l'argent à notre fils, enfin c'est mon beau-fils, mais bon, c'est comme mon fils. On lui a proposé de l'argent de poche, mais en échange, il devait débarrasser le lave-vaisselle. Bon, en tout cas, il avait de l'argent de poche. Mais on lui donnait il devait en contrepartie nous débarrasser le lave-vaisselle. Eh bien, à la première occasion, lorsqu'on lui a demandé de faire autre chose, en plus du lave-vaisselle, par exemple, quand on lui a demandé de descendre les poubelles, sa première réflexion, c'est « Bah oui, mais tu me donnes combien ?» Je suis sûr que ça vous parle. Donc vous voyez que c'est pour illustrer le fait que si vous commencez à agir comme ça en donnant de l'argent, bah, à chaque fois qu'il y aura un effort supplémentaire à produire, mais ils s'attendront encore à avoir une carotte. Voilà. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. C'est une idée qui me traînait depuis longtemps dans la tête. Abonnez-vous à ce podcast parce que j'ai envie qu'il dure le plus longtemps possible. D'ailleurs, au début de cette vidéo, je vous ai menacé de vous laisser tout seul si vous ne vous abonniez pas. C'était juste de la menace avec du bâton. Et puis l'histoire de la page Patreon, c'est une grosse carotte. Mais c'est la vérité. Tout ce qui vous attend sur Patreon, allez-y parce que c'est juste énorme et c'est rien que pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je vais vous retrouver très vite. Je planche sur les questions que certaines d'entre vous m'ont posées. Je vais y répondre en podcast. Alors, soyez très attentifs. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter via mon site. Si vous souhaitez avoir une entrevue avec moi, gratuite, pendant à peu près une demi-heure par téléphone ou par Skype, n'hésitez pas. On parle de votre problématique. On trouve ensemble un plan d'action, les premières actions à poser pour vous soulager de votre problème. Quant à moi, je vous dis à très très vite, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.